qui est égal à 1 demi de ρ V carré Cx fois S. D'accord? Et si maintenant vous regardez mon bonhomme qui choix, on va l'assimiler à une sphère. Tac. Voilà. On va dire que les forces qu'il y a dessus, c'est le poids. Et de l'autre côté, vous avez la poussée d'Archimède. Et puis vous avez ici cette force-là, qui sont les frottements. Alors, quelqu'un peut-il me dire pourquoi la poussée d'Archimède est négligeable? Alors, ouais. Ça dépend de la viscosité du fluide. Ça, pardon. Ça dépend de la viscosité du fluide. Alors, Archimède, non. Non, non. Ça dépend de la masse volumique. Ouais. Et vu qu'encore c'est l'évidence de l'air. Voilà. Ça, c'est... Tout à fait. Archimède est négligeable parce que Archimède, ça dépend de la viscosité du fluide. Non, de la densité, pardon. Du fluide qui est très petit devant la densité. Du corps qui choix. Donc, elle est négligeable. D'accord? Bon, donc, Archimède, c'est négligeable. Donc, le poids, c'est une chose, et donc la force de frottement, c'est ça. Donc, on va écrire somme des forces égale M. Donc, vous obtenez que mg moins 1 demi de ρ v carré Cx fois S est égal à MA. Et là, on retrouve le même phénomène qu'on vous avait fait remarquer. Quand il y a des frottements, on ne peut plus simplifier les M qu'il y a là. Quand il n'y avait pas de frottement, on pouvait simplifier les M. Ici, les forces de frottement nous empêchent de simplifier les M. Donc la vitesse limite devient explicitement proportionnelle à la masse. D'accord? Donc dans ce cas précis, j'ai A égale 0. Ce qui entraîne que j'ai mg est égal à 1 demi de ρ v carré fois Cx fois S, d'accord? Ce qui m'entraîne que V est égal à 2 mg sur ρ Cx fois S.
Alors, je vais quand même refaire le calcul avec vous. Et en bas, c'est quoi le... Oh, bah, c'est en bas, c'est quoi? C'est la surface. Le CX. Et puis, c'est quoi en dessous qu'il y a? C'est le... C'est l'euro qui fait A aussi. Hein. Il y en a qui peuvent vérifier le calcul avec ces paramètres. C'est ça. Bon, ça c'est l'ordre de grandeur. Hein. Vous tombez effectivement, vous chutez vers 160 km/h. Bon, donc ce qu'il faut retenir de ce truc-là, quand on vous demandera de rédiger ça, il faut bien présenter le problème, rédiger ce que vous cherchez à résoudre, comment vous cherchez à le résoudre, ensuite les formules, comment vous les trouvez, ce qu'elles veulent dire, et ensuite les applications numériques. Il ne faut pas partir en disant j'ai trouvé une formule, donc je vais appliquer ça un petit peu au hasard pour trouver un chiffre dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Okay. Surtout que dans un problème comme ça, vous voyez que vous aurez tôt vite fait de vous tromper et de raconter n'importe quoi. Okay. Il faut faire attention. Des formules qui vous donnent... Hein? Ça. Vous avez les équations de mouvement, vous disent que A est égal à G, d'accord? Et ça vous donne immédiatement que V est égal à GT. D'accord? Donc le module de V est égal au module de G fois T. Si vous le tracez, vous obtenez simplement que le module de V en fonction de T, c'est une droite. D'accord? Et en particulier, ce truc-là, ça diverge. Ce qui n'est pas physique, et en particulier, vous n'aurez jamais de vitesse limite comme ça. Si vous voulez une vitesse limite, il faut que vous fassiez un truc, si vous voulez une courbe qui est comme ça, ce qui sature comme ça, donc si vous voulez converger vers une vitesse limite, il faut des frottements. D'accord? Donc vous avez forcément des frottements. D'accord? Alors, vous avez deux types de frottements. Vous avez des frottements laminaires. Vous avez deux régimes d'écoulement dans un fluide, qui est le régime d'écoulement laminaire et le régime d'écoulement turbulent. Donc, on va regarder un peu ce que c'est que ça. Donc le Stokes, c'est ça. Alors c'est très facile à faire, on le faisait en TP avant. Vous avez ici un liquide visqueux. Vous avez une petite bille qui descend. Et vous mesurez sa vitesse. Et en fait, vous avez une équation qui vous dit que le M dV sur dt
est égal à moins alpha v. Et vous obtenez directement l'équation que vous voulez comme ça. C'est égal à plus alpha v, pardon. Et vous obtenez directement la vitesse comme ça. Donc là, vous avez un fluide. Ce qu'il faut, c'est que c'est un fluide qui est assez visqueux. Sinon, ça ne marche pas. Et si vous regardez les forces qui s'exercent sur ma bille, j'ai ici mg. J'ai ici le poids. J'ai ici, pardon, l'accélération. Et j'ai ici les frottements. Donc ça, c'est le Stokes. Très très bas là, tous ceux qui ont calculé, donc c'est un peu bizarre. Donc on va commencer par calculer les nombres de Reynolds dans différentes configurations. Donc nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, donc je vous rappelle que ça vaut simplement 1 sur mu fois V fois S, avec 1 sur nu qui vaut 70 000. Allô? Qui vaut 70 000 pour de l'air. Faites attention, c'est uniquement pour de l'air. Pour de l'eau, ça vaut complètement autre chose. Donc, on va prendre pas 100 km/h, vu qu'on a l'impression qu'on tombe très bas. Donc, on va dire 50 km/h. On va prendre une surface de 1 mètre carré. Vous trouvez un Reynolds qui vaut 70 000 fois 50 divisé par 3,6 fois 1 et on trouve 3,6 divisé, on trouve 10 pour à peu près 1 million. Donc c'est évidemment très grand devant 1000. Donc ça veut dire qu'on est dans un régime qui est turbulent. On est franchement dans le régime turbulent. Alors, ceci étant dit, il faut faire attention, c'est que toutes nos approximations quasiment qui vous concernent, enfin qui nous concernent, quand on se déplace du fait de notre gabarit et puis la faible viscosité de l'air, parce que finalement, le fait que l'air soit très peu visqueux, ça nous amène ce facteur 1 sur 70 000 qui est ici, qui fait que tout de suite, les nombres de Reynolds vont être très très grands. D'accord ? Donc pour tout ce qui nous concerne, dès qu'on se déplace dans l'air, on est dans un régime turbulent. Alors on va prendre un exemple. Si vous marchez, à quelle vitesse on marche? On marche à 4-5 km/h, quoi. 4 km/h. Si on marche à 4 km/h, ben notre Reynolds, il vaut 70 000 fois 4 sur 3,6. Et ça nous vaut fois 1. Et ça, 70 000 fois 4 divisé par 3,6. Ça fait quasiment 70 000. Hein. Ouais, ça vaut 77 000. Pourquoi on fait R1 fois 10 puissance 6 1 10 puissance 6 Ben ça fait à peu près un 10 puissance 6. Ça fait à peu près 77 000. Donc c'est à nouveau très grand devant 1000. Donc dès que vous marchez, l'air que vous déplacez, il est en régime turbulent. Vous commencez à faire des tourbillons derrière vous dès que vous marchez, en fait, même normalement. Alors inversement, on peut calculer le régime. Quelle est la vitesse maximale
Qu'est-ce qui vous embête? Dites-moi tout. La vitesse maximale pour rester en régime laminaire. On va prendre comme frontière le nombre de Reynolds égale 3000, ce qui est déjà une frontière assez élevée. D'accord? Le nombre de Reynolds égale 3000, qui est égal à 70 000 fois V fois S, ce qui entraîne immédiatement que V est égal à 3000 divisé par 70 000, ce qui est égal à pas grand chose. J'ai assez de 0, là non il m'en manque un. Tellement mal écrit, j'arrive pas à savoir combien il y en a. Là il y en a assez. Ça nous fait à peu près 0,15 km/h. C'est à peu près 1 km/h. Donc en fait, dès que vous dépassez la vitesse de 0,15 km/h, alors autant vous dire que 0,15 km/h, 15 cm à l'heure, vous n'allez pas vite. Dès que vous dépassez cette vitesse, donc en gros vous faites 3 carreaux à l'heure, vous êtes déjà dans un régime turbulent. Ouais, mettons 4 carreaux à l'heure. Donc en fait, toutes les approximations qu'on fait où on dit qu'on est dans un régime laminaire, elles sont fausses. Dès qu'on avance un tout petit peu dans de l'air, on est dans un régime turbulent. Alors ça, c'est du fait de la très petite viscosité de l'air. Vous voyez, l'air étant très peu visqueux, ici vous avez un 1 sur nu qui vaut 70 000. Donc dès qu'on perturbe un peu, on est tout de suite dans un régime turbulent. Ok. Là, on a 70 000. Là. Ah ben parce qu'il manque un 0. Les transparents, j'arrive pas à les mettre sur Discord. Il faudrait qu'il y en ait un de vous qui les prenne et qui les mette sur Discord après. Involontaire. J'arrive pas à les mettre sur Discord. Il suffit que j'applique la bonne formule qui en sera ici. Donc vous avez ici la force. Il va disparaître. La deuxième chose, c'est que si on prend le problème à partir des forces, ça va être délicat de s'en sortir parce qu'on applique des forces, mais de l'autre côté, quand on va faire la relation fondamentale de la dynamique, on a des forces, de l'autre côté, on a M, on a M1. Et donc le M ne va pas se simplifier. Et donc on va se traîner ce M jusqu'au bout. Et ça va être très ennuyeux. Alors quand on part par l'énergie, on a bien le M qui intervient à la fois dans l'énergie cinétique et dans l'énergie potentielle, donc il va bien dégager le M. Sinon, on se traînerait jusqu'au bout. Ok ? Donc on s'aperçoit, alors cette vitesse-là, elle est très très grande, hein. C'est pour ça que c'est pas facile du tout d'envoyer des satellites, hein, parce qu'il faut quand même leur communiquer une vitesse de 11 km par seconde. Alors si on revient à l'aspect dynamique, par contre, si on revient à la relation fondamentale de la dynamique, donner 11 km par seconde à un objet massif, enfin qui est très lourd, une fusée c'est très lourd, c'est quand même un problème qui est compliqué. D'accord, donc c'est pas quelque chose qu'on sait faire facilement, c'est pour ça que les fusées, ça a des tonnes de carburant et des choses comme ça pour pouvoir arriver à ces vitesses-là. Ok. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que les fusées, elles partent de l'équateur. Donc la question, c'est pourquoi partent-elles de l'équateur? Donc pour trouver la période de l'altitude de l'orbite géostationnaire, en fait, il faut écrire que la
période de rotation du satellite est égale à la période de rotation de la Terre. Alors pour ça, il faut connaître un ou deux petits trucs de mécanique, donc on va vous rappeler, qui est que si je prends un cercle, et si je prends un cercle sur lequel j'ai un mouvement circulaire uniforme, en fait l'accélération elle est relativement simple à avoir, c'est une accélération qui est dirigée vers le centre de la trajectoire et qui vaut simplement V au carré sur R, si je prends R ici, le rayon. Et si je prends cette forme-là, je peux écrire R V carré, vous savez que c'est R θ point, donc θ point c'est la vitesse angulaire. Alors comment vous pouvez savoir ça? C'est extrêmement simple, c'est simplement la définition des angles. Vous savez que les angles sont définis comme ça. Si je prends un arc de cercle comme ça, L, un rayon R et un angle θ, par définition, θ c'est L sur R. Donc si je prends un angle infini-décimal ici, et qui fait une longueur ici dl, la longueur R, et ici un angle dθ, j'obtiens simplement que dθ sur dt est égal à R fois, dl est égal à fois R est égal à dl. Ok. Donc ça, il suffit de regarder sur le dessin. Maintenant, la force qui attire le satellite, là j'ai la Terre, on va mettre. Là j'ai ma Terre au milieu. La force qui attire le satellite, c'est simplement la force de Newton. Donc c'est G, grand M, petit m, sur R au carré. Et c'est bien le même R ici et ici. On est d'accord. Donc j'ai plus qu'à appliquer ma relation fondamentale de la dynamique qui me dit que la somme de force est égale à MA. La somme des forces, c'est simplement G, grand M, petit m, sur R carré. Alors là, je ne fais pas attention au signe parce que c'est la valeur absolue qui m'intéresse. Et j'obtiens que c'est égal à petit m fois R θ point. Ok. Donc θ point, qu'est-ce qu'il vaut? On sait que c'est 2π en 24 heures. Ok. Il suffit de simplifier un peu ça. Vous obtenez que les m se simplifient. Donc encore une fois, on trouve quelque chose qui est indépendant de la masse de l'objet. Et vous trouvez que R est égal à G grand M sur θ point avec une racine cubique. Ça, c'est le résultat. Et numériquement, ça fait l'exact, mais c'est à peu près de l'ordre de 36 000 km. Donc en fait, c'est une altitude qui est très haute à l'orbite géostationnaire. La plupart des satellites ne sont pas mis en orbite géostationnaire parce que vous savez qu'un tout petit coin de la Terre. Donc la plupart des satellites sont mis sur des orbites qui ne sont pas géostationnaires. À ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils balayent. Vous voyez, ils balayent comme ça une tranche. Quand la Terre tourne, ils vont travailler une tranche. Puis ils vont revenir sur le même point un certain nombre de temps après. Donc quand ils ont fini la rotation, comme ça, vous balayez toute une bande de la Terre, mais pas en même temps. D'accord? Vous attendez que ça revienne, ça revienne, ça revienne. Et si vous êtes content que vous avez un autre satellite qui fait une autre orbite comme ça, par exemple, et vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, en croisant les choses, vous pouvez faire à peu près une imagerie totale de la Terre. Et si vous avez des copains qui ont d'autres satellites, vous pouvez imaginer à peu près la Terre. Donc ça, c'est très important, l'orbite géostationnaire, pour les gens qui font des télécoms. Ça, c'est ultra important parce que pour eux, ils ont besoin de taper savoir exactement où est le satellite pour pouvoir taper dessus et faire des relais. Autre chose pour laquelle c'est extrêmement important de savoir où est le satellite, c'est évidemment pour les gens qui font du GPS, puisque vous savez que le GPS, il marche plus ou moins sur un système de triangulation, et que pour avoir un système de triangulation, il faut évidemment que le système soit, qu'on sache exactement où sont les satellites. Voilà.